Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. Cette semaine, c'est une semaine un petit peu spéciale. Comme vous le savez, pas de match d'Euroleague, mais par contre la trêve internationale avec des matchs de qualification pour l'Eurobasket 2025. On va surtout se concentrer sur les deux matchs de l'équipe de France, des matchs qui ont été une promenade de santé. La qualification est assurée pour les Bleus et c'est l'essentiel. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à activer la cloche aussi pour être alerté des nouvelles vidéos. Et on est parti! Et avant de commencer le débrief des matchs, comme chaque semaine, quelques news. Et dans les actualités de la semaine, la signature de plusieurs joueurs européennes en WNBA, tout d'abord du côté de Golden State dans la nouvelle franchise, avec la signature officielle de Janelle Salin, première expérience en WNBA pour la joueuse de Skio, mais également la signature de Caroline Skens, l'intérieur belge qui va venir renforcer le secteur intérieur de Golden State. Mais le club de la baie ne s'est pas arrêté là avec la signature d'Elissa Cunan, la joueuse du Zabini Berno, qui vient elle aussi renforcer l'effectif. Et de l'autre côté des États-Unis, c'est Leila Lacan qui a signé son contrat. Donc après avoir été draftée l'année dernière par le Connecticut Sun, elle rejoint l'effectif, une belle opportunité pour elle qui va pouvoir poursuivre son développement avec un coach français, Rachid Méziane, dans un effectif en reconstruction. On sait qu'il y a eu pas mal de mouvements du côté du Sun, donc elle va avoir des opportunités de se montrer un petit peu pendant le training camp et pendant la saison. Et on vous en parlait la semaine dernière avec Ghislain, Marianne Badian va bien rejoindre les Minnesota Lynx, c'est officiel, elle a signé son contrat, elle va venir renforcer un effectif déjà très qualitatif, donc c'est une très belle opportunité pour elle comme pour le club, et on a hâte de voir ce que ça va donner pour elle. Voilà, on a fait le tour des news de la semaine, on va passer tout de suite au débrief du match. Et avant de commencer à parler basket, on fait un rapide retour sur la liste des 16 joueuses qui avaient été convoquées par Jean-Aimé Toupane pour ce rassemblement. Pas mal de visages connus dans cette équipe, avec Pauline Astier, Romane Berniès, Marine Fotoux et Carla Leight à la main, voire Leila Lacan si on la considère comme une meneuse. Sur les lignes extérieures, Minia Touré, Janelle Salin, Valériane Ayayi. Et à l'intérieur, Dominique Malonga, Iliana Rupert et Marianne Badian. Mais on a également une revenante, c'est Clarence Diabditaldi qui n'avait pas été appelé depuis l'époque Valérie Garnier, donc qui compte une sélection en bleu. Et par contre, quatre petites nouvelles, Noémie Brochant, la sœur de Clarence Maeva Diabditaldi, Myriam Djekundade, qu'on a l'habitude de voir avec l'équipe de France 3-3, et Garance Rabot. Malheureusement, deux joueuses ont dû être forfaits pour ce rassemblement, c'est Garance Rabot et Noémie Brochant, blessées juste avant le rassemblement. De ce fait, c'est Ainoa Rizaché, la petite jeune de l'Asvel, qui a été appelée en tant que partenaire d'entraînement pour cette fenêtre. Et comme je vous le disais en intro, les Bleus ont assuré l'essentiel pendant ce rassemblement avec deux victoires très larges, une victoire 125-24 contre l'Irlande, une victoire historique avec un écart de 101 points, et dans le second match qui s'est joué cet après-midi, les Françaises se sont imposées contre Israël sur le score fleuve de 100-39, deux victoires très larges face à des équipes d'un calibre vraiment inférieur. Et face à une si faible opposition, c'est toujours dur de trouver des leçons à tirer d'un match. Malgré tout, j'ai pu voir certaines choses qui m'ont fait un petit peu tiquer pendant ces deux confrontations. Mais avant d'en parler, on va revenir sur les choses positives de ces deux matchs. Tout d'abord, et c'est un peu l'identité de ce groupe France, c'est les prestations défensives. Donc forcément, les effectifs étaient beaucoup plus faibles en face, ce qui permet beaucoup plus de liberté et d'agressivité sur le ballon. Mais les Bleus n'ont pas relâché défensivement. Avec seulement 24 points encaissés contre l'Irlande et 39 contre Israël, ce sont des très belles prestations défensives. Il y a eu beaucoup de pertes de balles forcées, des tirs compliqués en bout de possession pour les équipes adverses, donc ça c'est à noter. On peut également noter le sérieux de cette équipe de France, à l'image d'une Valériane Ayayi, capitaine des Bleus, qui a montré l'exemple dès le début du match contre l'Irlande, en mettant des grosses pressions défensives et en étant très agressif vers le cercle. Et dans le sillage de sa capitaine, l'équipe de France n'a pas faibli et a maintenu des pressions tout le match, avec une volonté de courir très vite vers l'avant dès que les ballons étaient interceptés ou récupérés au rebond. Et forcément, contre des équipes plus faibles, le jeu rapide pouvait se développer et ça a permis de marquer des points en contre-attaque. Mais on peut noter également les prestations de certaines joueuses qui ont forcément marqué des points pendant ce rassemblement pour une possible sélection à l'Eurobasket. On peut penser évidemment tout de suite à Iliana Rupert, qui a fait deux matchs de très bonne facture, mais également à Marine Fotoux, reléguée en troisième voire quatrième meneuse dans ce groupe France. Vraiment, je ne comprends pas cette décision et on en reparlera dans la séquence des choses qui m'ont fait un petit peu tiquer, mais aussi la très belle performance de Pauline Astier, la meneuse de Bourges qui n'a joué que le match contre l'Irlande, blessée au mollet pour le second match et qui a donc dû quitter le groupe juste avant le départ pour la Lettonie.
Elle a livré une très belle prestation face à l'Irlande, et même si les stats sur ce match-là ne sont pas forcément révélatrices, elle termine avec la meilleure évaluation de l'équipe, mais également le meilleur plus-minus, et elle a vraiment joué son rôle de meneuse de jeu, facilitatrice pour les autres, avec 8 passes décisives, 14 points également. On a vu un petit peu d'adresse de sa part à 3 points, ce qui fait toujours plaisir, sachant que c'est pas forcément sa force première, et selon moi, elle a vraiment marqué des points. Et au vu des 2 matchs qu'on a vus cette semaine, le poste de meneuse de jeu titulaire pour l'Euro devrait se jouer entre elle et Marine Fotoux. Malheureusement pour ces deux-là, à la tête de l'équipe, c'est Jean-Aimé Toupane et on n'est jamais à l'abri de dingueries venant de sa part. Dans les autres choses positives à mentionner, on a la responsabilisation de Janelle Salin en attaque, qui a eu un petit peu plus de tickets shoot qu'elle a l'habitude d'avoir avec Marine Johannes ou Gabby Williams dans l'effectif. Là, avec l'absence des deux, elle a pu avoir un petit peu plus de responsabilité offensive et malgré un petit peu de déchets sur son tir, elle a su répondre présente et débloquer certaines situations pour les Bleus. Et même si face à des équipes plus faibles, c'est difficile de mettre en avant des performances individuelles, je voulais quand même mentionner les 2 matchs de Leila Lacan, qui dans les stats, ça ne se voit pas forcément, mais a été très intéressante sur ses rentrées. Très grosse activité défensive comme à son habitude, un petit peu de déchets offensifs, mais dans l'ensemble c'est très encourageant. Et on a hâte de voir la suite de la saison pour elle, sachant qu'elle prend confiance en elle avec Basketland sur ces dernières semaines avec des performances de très haut niveau. Là, ces 2 matchs avec l'équipe de France vont lui permettre de rester dans ce cercle vertueux qu'elle est en train de se construire. Au vu de la victoire très large de l'équipe de France contre l'Irlande, on ne va pas revenir plus que ça sur ce match. On peut noter la très bonne entente du trio Iliana Rupert, Marine Fotoux et Pauline Astier. Vraiment, les meilleures séquences de l'équipe de France sur ce match-là ont été quand les trois étaient sur le terrain ensemble, avec 2 joueuses ayant la qualité de passe et de vision de jeu que sont Pauline Astier et Marine Fotoux, et les capacités de finition et de déplacement sans ballon d'Iliana Rupert. Vraiment, le trio a extrêmement bien fonctionné, et on aurait voulu les voir un petit peu plus. Malheureusement, Pauline Astier s'est blessée, donc on n'a pas pu le revoir sur le second match face à Israël, mais c'est vraiment quelque chose à noter, et dont il faudra se souvenir pour les matchs importants à l'Eurobasket. Parlons maintenant des choses qui ont moins bien fonctionné pour cette équipe de France, à commencer par le début de match contre Israël. Les Bleus ont encaissé un 7-2 d'entrée sans réussir à faire quoi que ce soit offensivement, et c'est aussi le problème de Jean-Aimé Toupane, avec un 5 majeur sur les 2 rencontres composé de Romane Berniès, Minia Touré, Janelle Salin, Valériane Ayaï et Marianne Badiane. C'est compliqué de créer quelque chose offensivement. Donc toutes individuellement, ce sont des très bonnes joueuses, mais pour créer quelque chose en attaque, ça devient compliqué. Avec un plan de jeu sur les derniers rassemblements qui consistait à donner le ballon à Gabby Williams dans le 5 et à Marine Johannes sur le banc pour créer offensivement pour elle et pour les autres, avec l'absence des deux, on a vu les limites de cette tactique. On essaye de confier les tâches de driver à miniaturer et de créer pour les autres. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Minia, c'est une joueuse qui va être capable d'aller chercher des points pour elle, un petit peu comme on en parlait les dernières semaines avec Tima Pouille par exemple à Bourges. C'est une joueuse qui est très forte pour aller chercher ses points et se créer son propre tir. Derrière, pour créer quelque chose pour les autres, c'est tout de suite plus dur. Et avec une meneuse comme Romane Berniès à côté d'elle, qui a d'excellentes qualités défensives, mais qui est un peu en struggle offensivement, donc capable de mettre des tirs, capable de driver un petit peu quand vraiment il y a des décalages de fait, là, dans une attaque qui est extrêmement statique, ça devient compliqué et on s'en remet très vite à de l'adresse extérieure pour espérer marquer des points. Et c'est dommage parce qu'on l'a vu quelques fois sur des séquences où, avec les différences de taille et les mismatchs de certaines joueuses, on essayait par exemple d'aller chercher Janelle Salin sur un poste bas, qui a été servi une fois et qui a provoqué une faute, mais derrière, on n'a pas réussi à remettre ces situations en place. Les joueuses d'Israël étaient beaucoup plus petites que les joueuses de l'équipe de France sur les postes extérieurs, et on n'a pas réussi à profiter de cette différence de taille qu'on pouvait avoir entre Janelle Salin et Valériane Ayaï par exemple, pour débloquer un petit peu des situations. Et après un début de match poussif, les Bleus se sont enfin mis en route, notamment grâce à l'entrée d'Iliana Rupert, qui, contrairement au match contre l'Irlande, a enfin eu quelques minutes au poste 5 avec les Bleus, et qui a vraiment lancé la machine française dans ce match. Et le deuxième souci de cette équipe de France, il est là, c'est que les rotations n'ont pas vraiment de sens, et la hiérarchie n'a toujours aucun sens après plusieurs années de Toupane à la tête de l'équipe. On a Iliana Rupert qui surdomine l'Europe sur un poste 5 avec son club de Mersin et qui, contre l'Irlande, ne joue qu'avec une autre intérieure à côté d'elle. Donc forcément, moins d'espace pour elle dans la raquette et un spacing qui laisse à désirer. Et contre Israël, on l'a vu tout de suite, dès qu'elle a reçu des ballons, et c'est quand même très compliqué de lui donner la balle dans cette équipe de France. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, la consigne numéro 1, ça doit être donner le ballon à Iliana. Ça doit être elle l'option offensive numéro 1.
même avec les retours de Gabby Williams et de Marine Johannes, c'est elle qui doit être au centre de cette attaque. Elle est capable de tout faire offensivement, elle a une très bonne vision de jeu, donc pour renverser des ballons et créer des décalages, c'est idéal pour des joueuses comme Marine ou pour Gabi, mais on préfère s'en servir comme une poseuse d'écran seulement. Et on l'a vu, à partir du moment où elle a reçu des ballons en premier quart-temps, chaque possession s'est terminée par un panier, que ce soit elle au scoring ou à la passe, ou pour créer des décalages, des petites key passes juste avant la dernière passe. Iliana a montré toute sa palette offensive, et pour moi c'est vraiment elle qui doit être beaucoup plus responsabilisée dans cette attaque des Bleus. Et j'en parlais juste avant avec Iliana, mais les rotations sur les postes extérieurs laissent aussi à désirer. Avec l'absence de Pauline Astier sur le deuxième match, la meilleure meneuse de l'effectif, c'est Marine Fotoux. Et elle l'a montré sur le match contre l'Irlande et encore une fois sur le match contre Israël. Et comme avec Mersine pendant la saison, ça ne se voit pas forcément sur les stats. Par contre, ses entrées au niveau de ses lectures, de la hargne défensive qu'elle peut mettre, ce qu'on pouvait lui reprocher pendant une période mais qu'elle a vraiment corrigé, sa capacité à lâcher les ballons au bon moment, dans les bons timings et dans les bons espaces, c'est vraiment ce qui fait toute la différence pour cette équipe de France, surtout sur jeu placé. Son association sur les postes 1 et 2 avec Pauline Astier ou Leïla Lacan a d'ailleurs très bien marché et j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir à l'Euro cet été. Et ce qui fait surtout la différence pour Marine Fotoux, c'est que contrairement à la plupart des extérieurs de l'équipe, c'est une joueuse qui sait jouer des pick and roll. Je parle pas de prendre un écran, ça elles sont toutes capables de le faire et elles le font extrêmement bien. Je parle de vraiment être agressif vers le cercle après avoir pris l'écran. Et c'est là où Pauline Astier et Marine Fotoux font vraiment la différence dans cet effectif. On a très peu vu Carla Leight balle en main sur ce rassemblement, beaucoup sur du catch and shoot dans le corner ou dans l'aile. Et donc les principales joueuses qui prenaient les écrans, c'était Romane Berniès, Minia Touré ou Leïla Lacan. Et si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé pendant les matchs, c'est des joueuses qui au moment de prendre l'écran s'écartent de la poseuse d'écran. Donc ce qui est censé amener une différence et un avantage pour elle dans la création de l'attaque pour être agressif vers le cercle, se retrouve en une situation où la défense s'adapte très vite et tout vient se refermer au niveau de la raquette. Et je vous rappelle qu'elles n'ont joué qu'Israël et l'Irlande. Donc deux équipes qui ont des vraies lacunes défensives et qui au niveau du talent sont bien plus faibles que les Bleus. Alors je vous laisse imaginer un petit peu, avec une attaque aussi statique et stérile, ce que ça peut donner face à des équipes en place et qui vont punir de l'autre côté sur chaque erreur que les Bleus peuvent faire. Et c'est aussi ça que je regrette sur ce rassemblement, c'est que Jean-Aimé Toupane a ses habitudes. Il aime s'appuyer sur certaines joueuses plus que sur d'autres. Donc forcément, sur des matchs comme ça où l'opposition est très faible, les rotations sont assez partagées et on essaye de donner des minutes à tout le monde. Après, avec Jean-Aimé Toupane, c'est quelque chose qui est monnaie courante. Il a l'habitude de coacher cette équipe de France comme si c'était une équipe de U11, en partageant les temps de jeu pour que chacune soit contente. Malheureusement, la réalité du basket, c'est pas forcément ça. Il y a des joueuses qui ont des moments chauds, d'autres où le match est plus compliqué pour elles, et il faut savoir trancher et faire des choix. Et les certitudes de l'été dernier qui a permis à cette équipe de France d'être vice-championne olympique ne sont pas forcément les mêmes en février, donc plus de 6 mois après, pour cette équipe des Bleus. Et c'est sur des matchs comme ça que Jean-Aimé Toupane doit tester des choses. On sait que c'est un adepte des prépas qui durent 3 mois, même en WNBA, elles n'ont pas des prépas aussi longues. Mais sachant que de plus en plus de joueuses françaises sont concernées par la WNBA et ne pourront être libérées que 2 semaines avant la compétition, c'est aussi bien de tester dès maintenant certaines choses, que ce soit sur des plans de jeu offensifs ou défensifs, de responsabiliser certaines joueuses ou de changer un petit peu, de varier les défenses. Pourquoi pas tenter sur des matchs aussi faciles 2-3 minutes de zone ou de tenter une défense tout-terrain, voire même une presse sur certaines séquences pour voir un petit peu comment l'équipe réagit et quels ajustements peuvent être faits pour l'Euro. Malheureusement, encore une fois, on a vu les mêmes joueuses jouer avec les mêmes joueuses et très peu de minutes en commun pour d'autres. Sur le match contre l'Irlande par exemple, j'aurais aimé voir le trio Marine Fotoux, Iliana Rupert et Pauline Astier avec Valériane Ayayi et Janelle Salin. Pour moi, c'est le meilleur 5 qu'on pouvait proposer sur cette fenêtre. Et malheureusement, on n'a pas vu une seule minute avec les 5 ensemble sur le terrain. De même, faire jouer essentiellement Minia Touré avec Romane Berniès sur le backcourt, ça pose des problèmes et c'est envoyer Minia au casse-pipe. Elle est obligée de tout créer pour elle et de faire les décalages pour elle-même et pour les autres. Et donc elle est obligée de se rendre à des tirs très compliqués. Elle a eu de l'adresse sur le premier match, un petit peu moins sur le deuxième, mais ça se voit tout de suite. Malgré tout, on a vu quelques changements, avec notamment des 5 avec 3 extérieures très petites sur le terrain. On a vu par exemple Pauline Astier, Leïla Lacan et Carla Leight ensemble en même temps sur le terrain, ou des associations entre Marine Fotoux, Carla Leight et Leïla Lacan qui permettent d'espacer un petit peu le jeu et d'avoir un secteur intérieur qui est petit, qui court assez vite, qui arrive à relancer très vite vers l'avant
et ça c'est une chose assez positive. Cependant, dès que le DF va tomber contre des équipes en place défensivement et avec beaucoup plus de talent, ça va être compliqué d'aligner ces trois joueuses-là sur le terrain en même temps. On sait que Pauline Alcier et Leila Lacan sont des joueuses d'assez grande taille pour leur poste, mais Carla Leight et Marine Fotoux, c'est des joueuses qui font une taille standard pour des meneuses de jeu, et jouer avec trois joueuses comme ça de petite taille sur les postes extérieurs, forcément, les équipes comme, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne ou même la Belgique, elles vont en profiter et elles vont proposer des switches pour jouer les mismatchs et essayer de les amener sur le poste bas. Autre chose qui pour moi est important à noter, je vous en parlais tout à l'heure avec Iliana qui reçoit assez peu de ballons poste bas pour créer un petit peu, que ce soit pour elle ou pour les autres, mais à contrario, on nourrit énormément Mariam Badiane poste bas pour lui demander de faire la même chose, sauf que c'est vraiment pas sa qualité première. Mariam, c'est une joueuse qui va jouer dans les petits espaces, qui attend d'être servie, un peu de la même manière que Dominique Malonga par exemple, et qui n'a pas les mêmes facilités offensives qu'une joueuse comme Iliana. Et c'est pas lui rendre service que de la forcer à jouer de ses duels au poste bas. Donc elle en est capable sur des équipes comme ça, mais quand elle va devoir le faire contre Raquel Carrera, Megan Gustafsson ou Emma Messman et Caroline Skens, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc autant essayer tout de suite de mettre en place quelque chose de cohérent pour la suite, plutôt que de pianoter avec des choses dont on ne se servira pas dans les mois ou dans les années qui vont venir. Voilà, on va pas faire beaucoup plus long pour ces matchs-là. C'était des matchs, comme je vous le disais, qui étaient un petit peu sans intérêt au vu de la différence de niveau entre les équipes, mais je trouvais quand même important de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine. Mais avant de se quitter, on va faire un petit point sur les autres équipes qui ont validé leur ticket pour l'Euro et sur les matchs qui étaient assez intéressants à regarder cette semaine. Et donc avant cette fenêtre, on avait déjà des équipes qui étaient assurées d'être qualifiées. Donc c'est les équipes des pays hôtes, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie et la République tchèque. Mais d'autres équipes ont également validé leur ticket. Évidemment la France, mais aussi la Serbie, la Turquie, la Suède, l'Espagne, la Belgique qui a déroulé contre l'Azerbaïdjan mais qui s'est imposé très difficilement de 1 point contre la Lituanie. Et il y a quelques minutes, c'est le Monténégro qui a assuré sa qualification. À l'heure où je tourne, toutes les rencontres ne sont pas encore terminées. Donc on n'a pas la liste complète des qualifiés. À l'heure où je tourne, toutes les rencontres ne sont pas encore terminées et donc on n'a pas encore la liste complète des qualifiés. Mais je vous invite à aller checker le Twitter de FIBA Women's Eurobasket 2025 pour voir la liste des qualifiés en temps réel. Et dans les petites choses à noter sur les matchs qui se sont joués, on a eu, comme je vous le disais, une victoire ric-rac de la Belgique contre la Lituanie avec un très bon match de Juste Iosité, la jeune joueuse de l'Asvel, contre le secteur intérieur toujours impressionnant de la Belgique, composé d'Emma Messman et de Caroline Skens, mais également des deux meneuses qui ont été assez agressives sur ce match, Julie Van Le et Julie Allemand. Une défaite cruelle pour la Lituanie, mais qui a encore une chance de se qualifier pour l'Euro en tant que meilleure deuxième. Et dans les autres rencontres sympas à regarder, on a eu un match de gala entre deux équipes qualifiées, l'Allemagne et l'Italie, avec une première mi-temps très disputée, avant malheureusement que l'Allemagne n'explose en vol. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Niara Sabali s'est blessée en toute fin de match au niveau de l'épaule, donc on espère que c'est rien de grave pour elle. Depuis son retour à la compétition avec le Fenerbahçe, elle était vraiment sur un bon rythme, et c'est un vrai coup d'arrêt pour elle, comme pour son équipe, qui va devoir jouer un match important face à Skio en Euroleague. Et on termine ce tour d'Europe avec l'Espagne, qui a pu profiter d'un énorme secteur intérieur composé d'Awa Pham et de Megan Gustafsson. L'une a dominé le premier match, l'autre le second. Donc vraiment un secteur intérieur qui peut rouler sur un petit peu tout le monde. À noter également, surtout sur le premier match, la très belle performance d'Elena Pueyo, la joueuse de Saragosse, qui encore une fois a affiché une ligne de stats extrêmement complète. L'Espagne qui termine donc invaincue dans son groupe et qu'on retrouvera cet été à l'Euro. Voilà pour cette semaine, une vidéo un peu plus courte que d'habitude étant donné qu'on avait seulement 2 matchs à traiter. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me commenter ce qui vous a plu ou déplu pour cette équipe de France, voire même à vous imaginer sélectionneur et à me proposer votre liste des 12 joueuses pour l'Euro 2025. Comme vous le savez, pas d'Euroleague cette semaine, ça reprendra le 19 février pour le premier match et des doubles confrontations des phases finales. On se retrouve la semaine prochaine et peace out.